Real Madrid, Pachuca, finale de la Coupe intercontinentale. L'occasion pour le Real Madrid d'aller chercher son deuxième titre de la saison, mine de rien, Rota. Ouais, puis il y a intérêt d'aller le chercher parce que faut pas se mentir, le Real est quand même très très largement favori de cette rencontre face à un adversaire dont on ignore beaucoup de choses, mais on a quand même quelques certitudes quant à son niveau par rapport à celui que doit être le Real Madrid dans une compétition internationale. Mm, mm. Bon, on va essayer de faire un focus, notre focus habituel sur l'adversaire, même si on va pas se mentir, Rota, ça risque d'être plus court qu'à notre habitude, même si on est souvent en plus assez bavard sur l'adversaire, on a souvent des trucs à dire. Mhm. Là, ça va être nettement plus compliqué. Euh, des stats, évidemment, ça va être surtout ça. Ils sont 16e du championnat mexicain, la saison est terminée. On en parlait justement off Rota entre nous. C'est vrai que le système mexicain, en tout cas, est particulier, comme tu m'expliquais, dans le sens où, en fait, ils n'ont pas de phase aller-retour, ils coupent la poire en deux, et en fait, le champion d'automne, comme on dit un peu en France ou en Europe, c'est le champion tout court, en fait, là-bas. Il y a deux championnats en Ouais, un. c'est ça. C'est un système un peu particulier. De toute façon, en Amérique du Sud, même tous les pays ont un peu leur propre système. Et puis surtout au Mexique, là pour le coup, je suis pas sûr que ce soit pareil ailleurs. Pour le coup, au Mexique, il n'y a pas de descente. Donc finalement, tu joues le titre, la qualification dans les compétitions pardon, continentales. Et puis c'est tout. Finalement, donc ouais, c'est assez particulier et le moins qu'on puisse dire, comme tu l'as signalé, c'est que Pachuca a pas fait une très belle saison. Non, 16e du championnat, donc sur cette saison 2024-2025, même je dirais même 2024, puisque le championnat est déjà terminé. 17 matchs, donc ils ont disputé seulement 3 victoires, 4 matchs nuls, 10 défaites, 20 buts encaissés en 17 matchs, 20 buts marqués pardon, en 17 matchs et 29 buts encaissés. Statistiquement, c'est pas ouf et on se demanderait presque, mais qu'est-ce qu'ils foutent là en fait? Ouais, bah ils ont fait une bonne année passée, tout simplement, et c'est pour ça qu'ils sont au rendez-vous. Et puis après, bah voilà, ils se sont défaits de Botafogo. Pour le coup, j'ai regardé un petit peu le match. Ils ont plutôt bien joué. Et puis ils se sont imposés à la loyale 3-0 sans aucun problème. J'ai pas regardé face à Al Ahly, mais ça s'est qualifié au tir au but. Voilà, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin jusqu'à se hisser à cette finale de mercredi. Mais c'est vrai que sur leur forme dans la saison régulière au Mexique, qui de surcroît est un championnat qui n'est quand même pas très très relevé. Je pense à mon ami Lucas qui est parti vivre au Mexique il y a quelques temps. Il me disait que vraiment c'est un niveau très 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 faible. Donc voilà, c'est vrai que là, ils se hissent dans une finale pratiquement inespérée en Coupe intercontinentale, avec évidemment l'envie de renverser le Grand Real Madrid. Mais je me dis en théorie, hein, si vraiment on ne fait pas les cons, on doit les lessiver. Mm, mm. Et pour terminer, en tout cas, c'est vrai qu'ils ont bien bataillé pour arriver jusqu'ici. Alors d'abord, c'est le vainqueur de la CONCACAF, voilà, en Amérique du Sud. Et pour arriver jusqu'ici, parce que le Real Madrid arrive comme ça au Qatar, bim, ça joue la finale. Tandis qu'évidemment, les autres équipes des autres continents doivent passer d'autres étapes. En l'occurrence, eux, ils ont battu en quart de finale Botafogo, 3-0 d'ailleurs, comme match dont tu es en train de parler, d'évoquer. Et en demi-finale, ils ont battu Al Ahly au tir au but. Ouais, c'est ça. Comme je l'ai dit, c'est leur belle performance parce que la CONCACAF, quand on regarde bien, tu vois, c'est des équipes mexicaines, c'est des équipes américaines. Donc, c'est pas le championnat le plus relevé, même s'il y avait l'Inter Miami, mine de rien, de Messi, par exemple, qui s'est fait éliminer, je crois d'ailleurs, par Monterrey, donc une autre équipe du pays. Mais voilà, t'as pas trop d'embûches pour te hisser, du coup, dans cette coupe intercontinentale. En tous les cas, c'est pas non plus l'exploit du siècle, mais c'est quand même bien joué de leur part. Et puis là, par contre, ouais, c'est un peu plus propre sur les derniers matchs. Voilà, c'est une compétition, ils n'ont pas pris de but. Donc, ils vont arriver avec simplement juste l'envie de renverser le Real Madrid, comme je le disais, l'envie de renverser le roi et de prendre un titre pratiquement inespéré. Donc, voilà, il y aura une équipe certainement pleine de fougue qui va jouer son va-tout et puis qui se dit que pour oublier sa saison de championnat qui a été catastrophique, quoi de mieux que de remporter un titre. Mm, mm. À noter aussi qu'on les jouera cet été, au mois de juin, parce qu'ils sont aussi dans notre groupe du Mondial des clubs. Bon, après, vous l'aurez compris, je pense, le Real Madrid est évidemment archi favori de cette rencontre. Après, ça reste intéressant de jouer de nouvelles équipes. Ça, c'est le Ouais, positif.
C'est toujours hypant. Bon, pour le coup, on n'a pas trop de chance. On les joue en Coupe intercontinentale, on va les retrouver en Coupe du Monde des clubs, tout comme Salzbourg qu'on aura joué en Ligue des Champions. Donc on n'a pas trop varié finalement sur le tirage, mais ça c'est les aléas. Mais oui, forcément, c'est toujours bien, même si très honnêtement, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est toi qui m'as appris l'existence de cette compétition lors d'une vidéo, un podcast ou un live, je sais même plus, mais je crois que c'était un podcast même. Mm. Et on n'a pas coupé la scène parce que bah, justement c'était très marrant. Moi j'en avais aucune idée parce que bah, moi j'ai toujours connu la Coupe intercontinentale qui était le vainqueur de la Copa Libertadores face au vainqueur de la Ligue des Champions il y a quelques années. Et ensuite c'est devenu la Coupe du Monde des clubs. Là qu'ils aient fait les deux vraiment sur la même saison. Je sais pas trop à quoi ça sert. Le Real est directement en finale face à un adversaire qui normalement doit tarter. C'est cool, ça va peut-être rajouter un titre, mais tu vois, ça me fait penser un peu à la finalissima de l'Argentine pour donner des titres à Léo Messi. Je trouve ça un peu bête de rajouter ça dans le calendrier des joueurs, mais par contre, oui, il y a ce côté hypant de rencontrer des équipes qu'habituellement on n'a pas l'habitude de jouer. Mm. Et d'ailleurs, tu me fais rappeler, c'est que le Real Madrid, de ce fait-là, peut devenir le premier club du monde à gagner quatre coupes intercontinentales. On est à égalité aujourd'hui avec l'AC Milan et une autre équipe, je crois, avec trois titres. Bref. Côté Real Madrid, encore un week-end crispant, un match nul au Rayo Vallecano, un match incomplet du Real Madrid, c'est le moins que l'on puisse dire. Qu'est-ce que tu attends de cette finale? La victoire, mais plus que ça? La victoire, absolument. Franchement, ne pas gagner ce titre, ça serait grave. J'attends forcément une équipe qui domine, là pour le coup qui va imposer ses idées. Et puis j'attends franchement du turnover un petit peu. J'attends de voir d'autres joueurs. Alors je suis pas sûr qu'Ancelotti le fera lors d'une finale, mais moi j'ai envie de voir des tests parce que je pense que c'est une compétition, faut faire des tests tout simplement parce que je pense qu'on est très très largement au-dessus. Ça peut paraître arrogant, mais après on va pas se cacher, on va pas se mentir. Le Real doit claquer Pachuca et du coup bah, j'ai bien envie de voir deux trois petits tests. Pour les matchs qui arrivent bah, juste après avec Séville et puis notamment le début 2025 où on va enchaîner également. Donc voilà, j'ai envie de voir deux, trois petits essais. C'est ce qui me ravirait dans ce match. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que l'infirmerie se vide un petit peu. Bon, on a Kamavinga qui est revenu déjà ce week-end, qui a joué même un petit peu. Aujourd'hui, on a donc Alaba, Dani Carvajal, Mendy et Militao qui sont absents. Kylian Mbappé fait partie du groupe. Est-ce que tu l'imagines débuter cette finale? J'espère pas. Honnêtement, j'espère pas. Je pense on a déjà joué avec Tchouaméni, on a joué avec Rodrigo, avec Vinicius. Avec Camavinga, mine de rien, il revient, il rentre aussi en jeu. Donc, ouais, je pense qu'il faut y aller tranquille. Il y a encore un petit jeune des U19 qui se blesse à l'entraînement des croisés. Je veux dire, il n'y a plus personne qui a rien. Les U19 ont des blessés. Le Real C également. Le Castilla, c'est 12 blessures. Le Real, comme tu le dis, l'infirmerie se désamplifie un petit peu, mais ça a été longtemps blindé. Donc, j'ai pas envie d'en rajouter. Et je pense qu'il y a vraiment des échéances importantes qui arrivent, notamment le match de Liga contre Séville, qui pour moi est largement plus important que cette finale, même si oui, c'est une finale et oui, c'est un titre potentiel. Pour moi, il y a quand même plus d'importance en Liga. Et puis, il y a un enchaînement en janvier qui est énorme. Et on aura besoin vraiment de tout le monde, donc Kylian Mbappé. Mhm. Et bon, tu as déjà un peu répondu, mais la question d'après, c'était est-ce que c'est un match pour faire du turnover, pour tenter un ou deux trucs? Parce qu'évidemment, je suis un peu dans la même lignée que toi. Je pense notamment à un Raúl Asensio, pourquoi pas le tester à droite. On a aussi le petit Youssef, là, dit Youssi, dont tu avais parlé il y a sur l'un des lives, l'un des derniers lives, je me souviens plus Mhm. lequel, qui est dans le groupe aussi. Pourquoi pas le voir à gauche, titulaire, j'y crois évidemment pas, mais entrer en cours de match, pourquoi pas? Ça peut faire partie des tests pour ce match. Par exemple, tu vois, il y a Raúl Asensio, je suis content parce que j'en avais parlé dans une vidéo. J'avais dit que ça serait bien de le tester à droite. La rumeur est de plus en plus grande. Et puis, il paraîtrait qu'il a été testé à l'entraînement à ce poste-là. Donc, j'aimerais le voir, juste voir ce que ça donne, tu vois. Donc, c'est juste un test. Et ça me paraît aussi être un bon baptême du feu de se dire, bah, ok, on se teste quand même dans une finale. Il y a quand même un peu d'enjeu, même si normalement le Real doit être au-dessus. Quoi de mieux aussi que peut-être que de prendre confiance à un poste comme celui-ci où tu as la balle, où tu peux peut-être t'exprimer offensivement, parce qu'on l'a vu, il arrive à se projeter en tant que central, il est rapide, donc pourquoi pas essayer de rajouter quelque chose à sa palette. Euh,
Du temps de jeu aussi peut-être pour Yussi, comme tu le disais, mais peut-être plus en tant que remplaçant. Ça, c'est une potentialité. Mais en tous les cas, il est dans le groupe. Il n'y a pas Ferland Mendy, donc c'est quelque chose qui est possible. Puis j'aimerais voir Gonzalo, moi, du Castilla, qui a encore marqué ce week-end, qui est un très très bon joueur. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi Hendrik qui attend du temps de jeu avant lui. Donc ça sera compliqué. Mais voilà, c'est deux, trois petits noms comme ça que j'aimerais voir. Le scénario idéal, évidemment, ce serait un petit 3-0 pour le Real à la mi-temps. Et puis comme ça, on peut essayer de faire tourner assez tranquillement. Ça serait parfait pour reposer déjà certains joueurs, certains cadres. Et puis évidemment, pour en tester d'autres, comme on vient de le dire. Et puis reposer Valverde, c'est peut-être la priorité des priorités pour ce match. Quel 11 tu as envie de voir, toi? Alors, ton 11. Envie de voir? Oui. Ok. Bah, envie de voir, très honnêtement. Alors moi, je vais vraiment faire tourner. Mais quand je te dis je vais faire tourner, je vais faire tourner. Moi, je mettrais du Lunin dans les buts. Je pense que c'est aussi un gardien qui mérite de jouer des matchs comme ça, tu vois, des finales. Après tout ce qu'il a fait, c'est aussi, tu vois, avant les fêtes, un petit regain de confiance comme ça, montrer qu'il existe. Ça peut être cool parce que puis de toute façon, je veux dire, c'est pas une tanche. Il peut totalement jouer un match de ce niveau-là. Raúl Asensio à droite, du coup. Rudiger avec Jesus Vallejo. Moi, c'est ce que j'aimerais pareil, lui donner du temps de jeu, même si j'y crois absolument pas. Mais je te dis, moi, je nous vois peut-être avec trop d'arrogance ou trop d'assurance, mais je nous vois tellement au-dessus que je pense vraiment que c'est un match où c'est possible de vraiment faire tourner. À gauche, évidemment, le petit Yussi, du coup. Et puis au milieu de terrain, j'aimerais Camavinga d'entrée avec Fede Valverde, Ceballos et Bellingham. Et je passe à 2 devant, où là, je mets du Vini Hendrik. Et moi, j'ai mon petit 11 souhaité pour mercredi. Donc tu maintiens Valverde? Tu laisses dans le 11? Ouais, je le laisse quand même parce que faut pas non plus faire tourner les 11. Et en fait, c'est plutôt dans le sens où Camavinga, Valverde, Ceballos, Bellingham, je veux les voir. Je veux voir ce quatuor au milieu de terrain et surtout le trio Valverde, Camavinga, Ceballos. Tu vois, Camavinga devant en sentinelle avec Ceballos qui gravite un petit peu autour et Valverde. Je me dis, c'est aussi bien, tu vois, de les tester eux trois là comme ça parce que je pense que c'est ce qui peut apporter le plus de technicité au Real et surtout tu vois, un peu de conservation du ballon, ce qui nous manque un peu pour avoir la maîtrise des matchs. J'ai envie de le voir et je me dis que c'est un match où peut-être qu'il y aura, je me trompe peut-être un peu moins d'intensité, ou en tous les cas, beaucoup plus de facilité à ressortir le ballon et peut-être qu'ils peuvent s'exprimer, prendre confiance sur ce type de rencontre. Ok. De mon côté, tu vois, Looney, j'avais pas pensé, mais je suis d'accord en fait. Mettre Looney dans le 11, ça me va très bien aussi. Moi, je testerai Asensio sur le côté droit. Dans l'axe, je maintiendrai Rudiger et Tchouaméni, notamment parce que je me fais une raison. Tchouaméni, on va le voir beaucoup, beaucoup dans l'axe cette saison parce que là, Carlo, sur les 2 dernières confs, nous parle de David Alaba, tout ça. Moi aussi, j'ai très envie de voir David Alaba. Un très très bon David Alaba ferait énormément de bien, je pense, défensivement au Real Madrid et même sur la ressortie du ballon. Toujours est-il que voilà, entre le moment déjà où il va revenir, attendons que ça se concrétise déjà, et après qu'il retrouve son meilleur niveau, voilà, je me fais pas trop d'illusions en tout cas pour cette saison. J'espère juste une très très bonne surprise, j'attends que ça, être surpris positivement, mais à la base j'ai quand même du mal à compter vraiment sur lui pour cette deuxième partie de saison, donc Ouais. en partant de ce principe-là, je me dis, Tchouaméni, on va le voir souvent, très très souvent sur la deuxième partie de saison, et donc dans une logique de travailler, trouver ses repères. Ouais. Voilà, donc j'enchaîne avec Tchouaméni. Asensio à droite parce que, comme on l'a dit, c'est le moment de le tester. Puis en plus, tu peux dire à Lucas Vazquez sans trop le blesser, c'est pas qu'il passe devant, le petit Canterano, c'est plus que. Voilà, toi repose-toi pour le match le plus important de la semaine face à Séville, tu vois. Après, au milieu de terrain, moi je partirais sur un 4-3-3. Hein. Je reviens sur un 4-3-3. Au milieu de terrain. Tu mais Fran Garcia à gauche, hein, j'imagine. Oui. Oui, parce qu'il faut qu'il reprenne un peu confiance après avoir pris le tournis là face au Rayo. Parce que c'est pareil, on va avoir besoin de lui sur la saison parce que Mendy il est pas très fiable en termes de physiquement, sur le plan physique. Donc oui, j'enchaîne avec Fran Garcia. Après, au milieu de terrain, Ceballos ou Camavinga. L'un des deux, mais en tout cas, moi, pas les deux. L'un des deux, lequel, je sais pas. Peut-être que j'aimerais bien avoir une petite heure de Camavinga et puis Ceballos qui prend la relève ensuite devant la défense. Après, j'enchaîne avec Bellingham. Après, je pense que je mets un petit Luka Modric sur le terrain avec les trois parce que Modric, mine de rien, il est quand même plutôt sur une dynamique très 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 correcte.
Vraiment. Il y a beaucoup de matchs qui ont été mauvais où bah, lui, il était quand même plutôt au niveau. Hein. C'est vrai. En tout cas, c'est loin d'être le premier à blâmer au terrain Madrid sur les dernières semaines au milieu de Ça, terrain c'est sûr. et sur le terrain de manière globale. Et devant, la petite surprise du chef, j'envoie les trois Brésiliens, Ça, Vinicius, j'en étais sûr. Hendrick et Je te connais Rodrigo. trop, je savais que tu allais mettre notre petit trio. Mais oui, ça a du sens également. Parce que tu vois, pourquoi pas Hendrick? Parce que je me mets aussi à la place j'ai dit Dani Carvajal, de Carlo Ancelotti. Honnêtement, ça fait quelques conférences de presse. On sent qu'il est, tu vois, un petit peu irrité parce que les gens les critiquent à son égard par rapport à la gestion des jeunes et notamment par rapport au fait que Hendrick joue pas assez. Parce que c'est vrai que nous, grand public de l'extérieur, on comprend pas parce que Hendrick, on l'a vu très peu sur le début de saison, mais hyper impactant. D'un coup, le mec disparaît complètement. Donc tout le monde se pose des questions. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il fout Carlo? Donc moi, je suis Carlo Ancelotti parce que si Carlo le met pas, c'est qu'il a ses raisons. Je veux dire, à un moment donné, on peut être aussi critique que l'on veut sur Carlo, sur sa gestion, ses statuts et tout. Si Hendrick joue si peu de temps et que même sur un match sur deux, il rentre pas ne serait-ce que 5 minutes, c'est qu'il y a une raison, c'est il le convainc vraiment pas. Donc j'envoie Hendrick 90 minutes. Soit Hendrick est très bon, perf. Et puis bah tu dis bon bah le mec regagne confiance et bah coaching gagnant. Ou alors Hendrick est mauvais. Dans un 4-3-3 avec les deux Brésiliens, donc dans des conditions quand même au meilleur possible, en tout cas au moment où on se parle. Et puis bah si ça se passe mal, bah Carlo dira bah voilà, vous voyez. En Voilà. fait, tu vois, c'est là où c'est compliqué, parce que moi, je te rejoins évidemment sur le fait que si Carlo Ancelotti ne le fait pas, enfin, le fait aussi peu jouer, s'il le fait aussi peu jouer, c'est comme tu dis, à l'entraînement, il y a un truc qui le convainc pas. C'est forcé, parce que tu peux pas avoir un mec dans ton effectif et aussi peu le faire jouer. C'est ce qui se passe pour Jesus Baliro et Mm. forcément s'il joue pas, lui, c'est pareil, c'est qu'il y a il y a du manque à plusieurs niveaux, ça, c'est certain. Maintenant, je me dis, est-ce que vraiment, positivement, il tirerait des conclusions d'une bonne perf face à Pachuca? Pas sûr. Par contre, si c'est négatif, il se dirait plutôt, bah, même face à Pachuca, c'est pas dingue. Alors que le pauvre gamin, il n'a pas non plus beaucoup de temps de jeu. Donc en gros, je me dis, Hendrick, dans une titularisation mercredi, il a tout à perdre et quasiment rien à gagner. Donc c'est presque, je lui souhaite presque pas la titularisation. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. Parce que je me dis, à part si vraiment tu mets un trick et là tu fais un peu fermer des bouches ou OK, bah là tu plantes et tu vas le mettre, face à ses vérités et en se disant: «Bon bah là, il est obligé d'avoir du temps de jeu» parce que même s'il est nul à l'entraînement, en match, il convainc et voilà. Si la performance elle est en demi-teinte, ah là mon pote, ciao bise et tu pas là avant un moment. Donc je me dis: «Il a presque plus tout à perdre qu'à gagner». Mais après Carlo Ancelotti, comme tu le dis aussi, il est capable de l'envoyer comme ça au front pour dire à la presse: «Me faites plus chier avec lui», quoi, tu vois? Entre guillemets, sans que ce soit évidemment dit comme ça, prouvé comme ça et parce qu'il a aucune dent contre Hendrick, j'en doute absolument pas. Mais ça peut aussi, je te dis, être, je te dis tout à perdre, hein, presque. Mm. Bah, non mais Hendrick, souviens-toi, sa première titus c'est en Ligue des Champions à Lille. Hein. En plus dans un 4-4-2, donc il avait déjà envoyé quand même un peu au feu, hein, Mmh. faut pas se mentir. Là, tu mets dans un 4-3-3, bon, il est dans des conditions déjà un peu plus habituelles pour lui, acceptables. Après, je suis d'accord avec toi, c'est Hendrick qui a le plus à perdre dans l'histoire, mais Carlos, c'est celui qui a le plus à gagner, même il a pas de conclusion à tirer. Soit il est bon, c'est un coaching qui a été réussi et peut-être qu'il s'appuiera un peu dessus pour. Enfin oui, après c'est vrai qu'il se dira, bah il va pas se dire ça, il va pas se dire ça. Là, on est quand même hyper négatif à se dire Oui, oui, Que Carlos se dit ah bah merde, j'ai perdu mon pari, je voulais qu'il soit nul. Non, évidemment que non, mais bon, non, mais on image par l'extrême. On est en train d'imager par l'extrême, mais c'est un peu pour illustrer, de se dire, voilà, s'il arrive même pas face à Pachuca, il a le petit argument pour qu'on le laisse tranquille. Et s'il brille face à Pachuca, enfin s'il brille, si je mets un petit but sans être flamboyant, je suis pas certain que ça lui donnera énormément de crédit pour la suite. Donc en soi, ça changera pas non plus la position de Carlo. Je te dis, à part foutre un trick et crever l'écran, il a presque rien à y gagner, malheureusement, le mm. pauvre. Bon, dites-nous en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que Hendrick, vous le metteriez titulaire pour cette partie? Après, j'ai envie de te dire, c'est aussi maintenant ou jamais hein, de donner du temps de jeu à Hendrick. Parce que Mbappé, je suis d'accord avec toi, même si l'OP opérationnel, et attention, hein, Mbappé, moi je te dis,
Aujourd'hui, ce matin, là, donc veille de match, il a fait une partie de l'entraînement avec le groupe. Je te dis, zéro surprise si demain il est titulaire, hein, Mbappé. Hein. Ah, mais je serais absolument pas surpris non plus, ça c'est certain. Mais j'espère pas. Repose-toi, frérot, garde-toi pour Séville. Au pire, tu joues un quart d'heure, 20 minutes. De toute façon, le trophée, si on le gagne, même si tu joues 0 minutes, il sera comptabilisé. Donc voilà, tranquille. Euh, pour finir, je vais donner le 11 de Punto, Jota. Punto qui écrit les articles sur. Enfin, qui écrit 7 articles sur les compositions probables, qui donne un peu son ressenti à lui. Et je vais le donner puisque Punto, c'est celui qui a le nez le plus creux sur ce début de saison entre. Après, c'est vrai, mais après, pour le coup, moi, tu m'as demandé celui que je voulais voir. Absolument pas celui qui va. Parce que moi, je sais que j'ai 6 erreurs ou 7 erreurs sur le 11, hein, qu'on soit d'accord. Évidemment, non, mais évidemment. Après, tu vois lequel? Tu vois quoi comme 11, concrètement? Franchement, je vais rester sur celui que j'aimerais parce qu'il est illisible, Carlo, et je vais même pas jouer à ça. Comme tu l'as dit, Punto est bien meilleur que moi là-dessus. Ouais, et même que moi. Hein. Donc, ils sont 11 à Punto qui annonce Thibaut Courtois dans les cages, Lucas Vazquez à droite, Tchouaméni, Rudiger, Flan Garcia, Ceballos, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Un 11 qui me paraît tout à fait plausible parce qu'effectivement, Oui. je pense pas que Carlo va prendre cette finale pas à la Pas légère au parce sérieux. Ouais. que nous on la prend pas non plus à la légère du tout. Mais c'est pas parce que tu mets des joueurs un peu en bout de banc que le match tu le prends pas au sérieux. Tout est une question aussi de préparation et d'intensité, voilà, de comment tu attaques le match, peu importe. Mais bref, ce 11, effectivement, je pense qu'il peut être très proche de la réalité, peut-être un ou deux, une ou deux exceptions. Avoir Mbappé, ça pourrait être l'exception. À voir aussi si Ceballos plus Kamavinga. Moi, je vois plus un des deux et puis l'autre qui prend la relève en cours de match. Bref, on verra. Bon, merci Rota pour cette Merci, petite Tom. prévue. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a été bien plus bavard que ce qu'on imaginait autour de cette partie. Balancez-nous évidemment votre 11 pour le match de demain. Petit pronostic aussi, pourquoi pas. Nous, on s'abstient avec Rota parce qu'on on est un peu chat noir. Sur ce, passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis on se dit à demain midi, jour de match pour la petite revue de presse. Et puis sinon, au soir, après la rencontre, pour le débrief en direct. Allez, ciao! Ciao.